Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Dominique, tu es romancière, notamment de polar. Tu en as commis combien ? 13. 13. Je vais en citer quelques-uns. Le dernier, c'est Marseille 73, publié aux Arènes en 2020. Tu as aussi publié L'Or Noir en 2015 chez Gallimard, Lorraine Connexion chez Rivage en 2006 et Sombre Sentier en 95 chez Point. Si on t'a invité, c'est parce que avec Politis et Regard, on consacre un dossier cette semaine à la question du fait divers et à la façon dont ce fait divers est utilisé, politisé, notamment par l'extrême droite, mais aussi dans une certaine mesure par la gauche, avec des objectifs et des imaginaires convoqués radicalement différents. Toi, en tant qu'écrivaine de polar, tu convoques aussi ce fait divers, tu l'utilises, ça fait partie, c'est une de tes matières sur lesquelles tu travailles. Comment est-ce que tu trouves les faits divers qui t'intéressent? C'est quoi tes sources? Qu'est-ce qui fait que tu vas te dire, tiens, ce fait divers-là, je vais l'utiliser, alors que celui-là ne va pas m'intéresser? Alors, il y a une part, de toute façon, de hasard au départ. Ça dépend des rencontres. Je lis beaucoup de faits divers, et il y a des faits divers, tout d'un coup, qui me parlent. C'est-à-dire, je lis, je dis, là, il y a quelque chose derrière. Ensuite, c'est un travail considérable. C'est-à-dire, moi, ce que j'essaye de dire, d'expliquer, c'est qu'un fait divers qu'on va utiliser dans un roman, pour moi, c'est la base d'un certain nombre de mes romans, de ceux que je trouve les plus intéressants. Parce que, si tu veux, on est vraiment là, en direct, on travaille avec des faits qui mettent en jeu des hommes tout à fait ordinaires. Et on arrive à déchirer un peu la toile sociale et à montrer la structure des problèmes sociaux à travers des gens ordinaires qui donc vont parler beaucoup plus facilement au lecteur. C'est ça qui est la proximité. Bon. Mais la proximité élimine pas le travail. Une fois qu'on a... Alors, comment on trouve un sujet? Le départ, le hasard. Ensuite... Attends, juste le hasard. Le hasard, tu lis la presse quotidienne régionale, tu balades dans la rue, tu vois un truc? Je passe dans la rue, non. Je lis dans la presse. C'est dans la presse que je trouve mes sources. Écrites. J'utilise les faits divers. Enfin, j'utilise. Quand je lis un journal, je passe toujours un moment sur la page des faits divers. Et puis, il y en a qui résonnent ou pas. Bon. Si ça résonne, je travaille. Et le premier, par exemple, je prends donc l'exemple de Marseille 73, qui est le dernier. Je tombe complètement par hasard, j'étais en train de travailler sur un autre sujet sur Marseille, sur lequel je piochais, et quand je travaille, je commence toujours par lire un an à peu près de presse régionale, pour me mettre un peu dans le coup, bon, dans l'atmosphère, dans la ville. Je suis parisienne quand même, faut que je fasse un effort. Donc, je tombe sur une succession, pendant à peu près 3 semaines, presque tous les jours, un Algérien assassiné, un Algérien jeté dans le vieux port, un Algérien le crâne fracassé, une espèce de... Comme ça, c'était 73, je travaillais sur 73, mais j'étais là en 2000, je lisais la presse de 73. En 2015. 2000, oui, par là, quoi, en 2012. Je me dis, c'est quand même pas totalement normal. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, la chose surprenante, c'est qu'à l'époque, personne n'en parlait. Personne ne reliait ces faits. Personne ne parlait de cette série incroyable. Il y a quand même eu 17 ou 18 meurtres en 3 semaines. Pratiquement un tous les soirs. Ben, ça n'intriguait personne. Où il n'y a plus personne qui lit les journaux périmés. C'est ça aussi le problème.
c'est que et les journalistes et les lecteurs oublient au fur et à mesure. Bon, donc je me dis, je trouve évidemment l'origine, c'est-à-dire il y a eu un assassinat c'est aussi la presse, je remonte la presse et je trouve ça, un assassinat d'un traminot par un travailleur algérien qui était très, très gravement troubles psychologiques et mentaux très graves. Il aurait dû être en asile. Il sortait d'un asile, il y avait été pendant 1 an et demi, il avait été opéré une dizaine de fois parce qu'il avait eu un épanchement de sang dans le cerveau et ils n'arrivaient pas à sécher le cerveau. Bon. Donc le malheureux était vraiment dans une situation épouvantable. Mais c'est son assassinat qui a donné le point de départ à la flambée raciste qui était présentée comme on va les mettre dehors. Ils nous ont mis, ça a été exprimé tel quel quand j'ai travaillé, bon. Ils nous ont mis dehors, ils ont réussi à nous mettre à la mer, on les mettra à la mer. Bon, donc je tombe simplement sur ce truc-là. Et là, je me dis, il faut quand même que je regarde. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là. Alors je commence d'abord par chercher des sources écrites. Bien sûr, je dépouille la presse, ça c'est sûr. C'est comme ça que j'ai... Bon. Mais après, je cherche de la socio, je cherche de l'histoire, et je trouve très, très peu de choses. Très peu de choses. Je trouve un livre, un dossier noir. Le point de départ a été un dossier noir qui était fait par Dugrand. C'est quoi un dossier noir? Il y a eu une collection qui s'appelait Dossier noir à un moment, qui publiait le dossier noir de la drogue, dossier noir de toute une série de choses. Et il y a eu un bouquin donc, qui a été fait par Dugrand, d'autres, ils étaient 5 ou 6, qui raconte ça, qui est publié très peu de temps après, 2 ans ou 3 ans après. Et donc ça a été ma première source écrite. Curieusement, les historiens, les sociologues avaient mis, enfin curieusement, non, c'est la France, on ne s'intéresse pas aux actualités. On n'a jamais, enfin, on a mis très longtemps à parler de la guerre d'Algérie, très longtemps. On a mis très longtemps à faire des œuvres historiques sur la guerre d'Algérie. On a mis très longtemps à parler du 7 octobre 61. On est un pays du silence. Quand on n'est pas fier, on se tait. Nous sommes le pays des droits de l'homme, donc s'il y a une entaille aux droits de l'homme, on passe sous silence. Donc les assassinats à Marseille étaient passés sous silence. Ce qui est d'autant plus étonnant, si vous voulez, que quand j'ai travaillé un tout petit peu dessus, en fait, la crise a été nationale. À Marseille, il y a eu 17 ou 18 meurtres en 3 semaines. Sur la France entière, il y en a eu 50. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et là, ce qu'on peut dire à propos de ces faits divers-là, c'est que ça n'a pas produit un fait de société. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, pas du tout. Ce qui est le cas dans beaucoup de faits divers. C'est-à-dire qu'ils restent dans la rubrique des faits divers. Bien sûr, c'est très très fréquent. Je pourrais donner d'autres exemples, mais on va faire passer plus vite là-dessus. Donc, ça n'avait pas été repris comme fait de société. Exactement, c'est le terme. Et donc, c'était resté dans la rubrique des faits divers. Mais si je puis me permettre, ce qui t'a intéressé dans ces faits divers, c'est plus le racisme ou le rapport à la guerre d'Algérie que les assassinats en tant que tels. Un assassinat en tant que tel, je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, il y a quand même toujours des raisons, des causes, des trucs. Bon, ce qui m'a intéressé, c'est évidemment ces assassinats racistes. Bien sûr. Mais je veux dire, enfin, bon, il y a toujours quelque chose sur un assassinat qui accroche ou qui accroche pas. Là, c'était évidemment le racisme qui accrochait. Dans une situation qui est en plus 73.
73, c'est en 72 qu'il y a la circulaire Fontanet-Marcellin, qui crée le travail clandestin. Avant, ça n'existe pas, cette notion de travailleur clandestin. C'est eux qui, bon, enfin, je passe vite, 72, c'est aussi la création du Front National, et 73, c'est les grosses bagarres, par exemple en région parisienne, entre la Ligue, comment elle s'appelait à ce moment-là, la Ligue communiste révolutionnaire, c'était pas ça le nom, mais enfin bon, les trotskistes, et Ordre Nouveau, qui va passer la main ensuite au Front National, mais enfin en 73, les grosses bagarres autour du Palais des Sports, etc., c'est là-dessus, sur ces problèmes de racisme. Bon. Donc c'est une tension nationale très forte, et ici sur place à Marseille, quelque chose qui m'intéresse, qui se passe. Donc je vais y voir. Et c'est là, si vous voulez, que pour moi, il y a une notion qui est très très importante, c'est que le passage, le terme est très juste, fait de société, le passage du fait divers au fait de société, ça se construit. Ça se construit. Alors, il y a ce qui marche au départ, c'est un coup de cœur, et puis ce coup de cœur, on va voir si ça marche, et puis il y a des moments où le coup de cœur, il avorte. Bon, il ne se passe rien. Et puis le moment où, effectivement, en creusant, on trouve des choses, et des choses qui font très très lourd, qui sont des vrais faits de société. C'est le cas pour Marseille 73, où qu'est-ce qui fait de société avec Marseille 73 ? Deux choses. Du côté des assassins, cette chose incroyable qui est il n'y a pas d'organisation connue, importante. Si vous voulez, tout a lieu entre personnes individuelles. C'est pas des faits, c'est pas une foule qui, etc. C'est un ou deux mecs, 3 maximum, qui partent la nuit à la chasse à l'arabe et qui le tuent. Alors, ça se passe toujours la nuit. C'est toujours des toutes petites équipes. Ça n'est jamais revendiqué et il n'y a jamais de coupable. Donc c'est à la fois, c'est très original, ça ne se passe pas comme ça d'habitude, hein, et c'est à la fois la façon dont c'est emboîté, dont ça se passe, qui en dit long, et puis c'est le silence. C'est le silence, pas d'enquête de police, pas d'enquête de police. 2 jours après, on dit probable règlement de compte entre coreligionnaires. C'est comme ça que ça apparaît dans la presse. Donc non-lieu. Pas de procès, rien. C'est quand même intéressant à voir. C'est une mécanique différente d'autres meurtres racistes qui se passent, moi je sais pas, en foule, en masse. Et puis aussi, autre chose très très importante, alors, mais ça je le mesurerai qu'à la fin, c'est toujours des hommes contre des hommes. C'est l'affrontement viril. Alors, un peu truqué l'affrontement viril, hein. C'est-à-dire, on n'est pas exactement à égalité au départ, mais ça a cet aspect affrontement viril. Aucune femme, que des hommes. Elles sont victimes de la violence des hommes à d'autres endroits. Oui. Non, et autrement. Et autrement. Et pour d'autres raisons. Exactement. Il y a un truc qui m'a intrigué dans ce que tu viens de dire. Tu dis la France est un pays de silence. Bon, là, on est en 2025 et on a l'impression un peu inverse. On a l'impression que justement cette question des faits divers nous envahit, notamment, je vois que tu as une télé ici, à la télévision, tu mets n'importe quelle chaîne d'information en continu et c'est une litanie de faits divers. Oui, mais toujours les mêmes. Alors, toujours les mêmes. Il y a le petit Émile, et puis il y a mais ça, c'est complètement autre chose. Tu as raison. On en parle énormément.
Enfin, je veux dire, ça prend une grosse partie du flux des chaînes en continu, tu vois. Oui, mais le petit Émile, c'est un fait divers. C'est pas un fait de société, où on n'en sait rien d'ailleurs. On verra comment ça se goupille à la fin. Mais effectivement, Outreau, etc., ça c'est des faits divers lourds, effectivement très lourds. Bon, mais c'est pas ce qui m'intéresse moi, et c'est pas ce qui m'intéresse. Et ce qui est très très frappant aujourd'hui par l'envahissement des faits divers, c'est la deuxième version des faits divers, c'est-à-dire la version qui est instrumentalisée par l'extrême droite. Ça, c'est des vrais faits de société. C'est-à-dire, c'est inouï, ils ont un manuel d'utilisation. Bon, ils laissent passer tout ce qui n'implique pas de travailleurs immigrés. Et quand il y a un travailleur immigré, il est coupable. Bon. Et donc, c'est pas du tout dans la même mécanique que moi. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est le fonctionnement de la société à travers l'étude d'un fait social lourd. Un fait divers social lourd me révèle le fonctionnement de la société au plus bas niveau, au niveau de Monsieur Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde. Bon. Et ça m'intéresse, et en plus, c'est très facile de communiquer à partir de là avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a un instrument d'identification qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. J'ai fait aussi des travaux sur des faits divers, mais qui impliquent la naissance du trading du pétrole. C'est clair qu'au niveau des grands patrons du trading du pétrole, l'individu normal, mon voisin, a plus de mal à s'identifier que dans un fait divers comme Marseille 73. Bon, un vrai fait divers. Bon. Voilà, donc le fait divers utilisé par l'extrême droite, il ne nécessite aucun travail. C'est un prêt-à-porter. Tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à balancer dans l'opinion, etc. Et ça marche. Le drame, c'est que ça marche. Je ne vois pas d'utilisation des faits divers de la même façon à gauche. Et mon problème... Mais parce qu'on n'appelle plus ça des faits divers. Mais si je prends, par exemple, le cas des féminicides, dont voilà. Certaines associations féministes, et je trouve ça très important qu'elles le fassent, disent, voilà, premier féminicide de l'année, deuxième, machin, il y a le nom, comment, par qui, pourquoi. Absolument, mais ça, c'est une utilisation des faits divers pour un fonctionnement de la société. C'est un fait social qui est effectivement... Bon, tu me diras, avec les immigrés aussi. Exactement, c'est juste qu'ils ont des choses à dénoncer, un système que nous, un système de valeurs, un système de domination, un système d'inégalité entre les individus, qui n'est pas le nôtre, mais c'est un système aussi. Oui. Et en tout cas, pour les féminicides, oui, c'est clairement un fait divers qui est utilisé de cette façon-là, et qui porte, parce qu'effectivement... je veux dire, on est au niveau de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. L'assassin, c'est le voisin. J'ai une question. Dans les faits divers que tu utilises, là, on parle beaucoup d'assassinat, de violence. Est-ce qu'un fait divers doit nécessairement être glauque et être violent ? Je te dis ça parce que dans la presse quotidienne régionale, parfois on voit... en une, le chat de Madame Machin a été sauvé par les pompiers. Oui. C'est un fait divers. Oui. C'est un fait divers heureux. Et cela, est-ce que tu as déjà utilisé des faits divers heureux ? Non. Non ? Mais pourquoi ? T'aimes le glauque ? Non, j'aime pas du tout le glauque et j'écris pas glauque. J'écris pas glauque. Enfin, je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est pas glauque ce que je raconte. Glauque, c'est un style aussi. C'est vrai. C'est pas seulement un événement. Parce que le meurtre est... comment on va dire ? Meurtre est un signal de lourdeur, de gravité, d'importance. C'est un acte d'une extrême importance. Et on peut penser que les couches profondes de la société finissent par se révéler à travers. C'est ce que je pense. C'est comme ça un peu que je fonctionne. C'est un signal d'alarme.
Le meurtre, c'est un signal d'alarme. Plus qu'un chat qu'on sauve d'un arbre. Ah, plus qu'un chat qu'on sauve d'un arbre. Et pour construire ces enquêtes, vous passez toujours par l'intermédiaire d'un flic, et en particulier d'Aquin. Pourquoi toujours avoir le point de vue de la police? Alors, c'est compliqué, parce que là, vous parlez de l'écriture. Oui. Parce qu'au niveau de la recherche du fonctionnement de la chose, je ne fonctionne pas à travers les flics. Quand je travaille, avant d'écrire, quand je travaille pas sur... Enfin, comment je fais? Donc, je lis d'abord les choses écrites par des sociologues et des historiens. Ensuite, enfin, la presse. Ensuite, les témoignages directs. Et pour les témoignages directs, je me donne quand même pas mal de mal pour trouver les gens qui ont des choses à dire. Et par exemple, sur Marseille 73, j'ai retrouvé l'avocat qui a plaidé, il est devenu procureur de la République. Et j'ai trouvé des journalistes qui écrivaient en freelance pour l'UMA à l'époque, la Marseillaise à l'époque, qui m'ont été très très précieux. Et j'ai retrouvé l'extrême gauche, mais enfin je l'ai retrouvé. J'étais très amie avec l'extrême gauche marseillaise en 68, donc je suis allée les voir évidemment, et c'est eux. Alors je ne sais pas si vous avez lu Marseille 73, mais il y a quelque chose de très important, c'est le rôle du MTA, Mouvement des Travailleurs Arabes. Et la surprise absolue, c'est que personne n'en parle. Alors, sauf l'extrême gauche, évidemment. C'est-à-dire que tout ce qui est... le MTA s'était organisé de façon strictement mouvement arabe autonome. Mais tout ce qui a été service d'ordre, appui matériel, etc., ont été fournis en 1973 par la CIMAD et l'extrême gauche. Et ils ont eu un rôle très très important. Et ils m'ont tout raconté. Ils se souvenaient de tout comme si c'était hier. Et c'est d'autant plus étonnant, si vous voulez, moi je l'ai découvert en cours de route. Hein. Je ne le savais pas, je m'en souvenais. La chose très surprenante, c'est que j'étais très militante à Paris à l'époque, et je ne me souviens pas du tout qu'on me parlait de ça. Pas du tout. J'étais syndicaliste, on travaillait sur les travailleurs immigrés. Personne à Paris, à la CFDT, personne n'a pensé à en faire un cas national. C'est plus que surprenant. Enfin non, ça s'explique. Mais si vous voulez, donc j'en avais pas entendu parler. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je ne savais pas qu'ils intervenaient là-dedans. Or, leur intervention est extrêmement importante. Elle est importante de deux points de vue. D'abord parce que c'est eux qui mettent fin au meurtre. Alors, comment ils le font de façon indirecte, évidemment, mais ils font une grève des chantiers navals de la Ceuta. Je ne sais pas si vous arrivez à mesurer le caractère extraordinairement original de ce qui s'est passé. Ils font une grève des travailleurs immigrés. Moi, c'est le seul exemple que je connais. Ils mettent 1800 travailleurs immigrés en arrêt. La totalité des travailleurs immigrés. Il n'y en a pas un qui est entré ce jour-là. C'est stupéfiant. Et on a essayé Enfin, il y a eu une rencontre avec les syndicats, enfin je le raconte là dans le journal, dans le livre, qui a été un échec complet. C'est-à-dire que les syndicats, CGT et CFDT, ont eu comme réaction de dire on ne divise pas la classe ouvrière, qui est exactement la même réaction qu'ils ont eue au début sur les histoires de femmes. J'étais à la CFDT quand il y a eu les commissions féminines. C'est une bagarre pour imposer des commissions féminines, non mixtes. Ils étaient d'accord pour qu'on fasse des réunions de femmes avec des hommes, ce qui enlève complètement le poids de la commission. C'est-à-dire que les problèmes qu'elles ont de rapport avec les hommes,
elles ne vont pas venir les raconter devant des hommes. Entre parenthèses, l'histoire incroyable qui nous est arrivée avec la commission CFDT, ça c'est entre parenthèses. On arrive à faire une commission nationale CFDT. Le textile qui était à gauche était évidemment contre. On ne divise pas la classe ouvrière. Et donc, à la première réunion de formation, une session de 5 jours qu'on faisait, ils ont envoyé des femmes qui venaient de la même fédé qu'eux et qui étaient en désaccord. Les 2 premiers jours, elles ont exprimé la ligne, c'est-à-dire on ne divise pas la classe ouvrière, et leur désaccord. Et nous, on a parlé des écrasements sexuels qu'il y avait dans les entreprises, etc. Il se passait des choses incroyables à l'époque. Il y avait des femmes du Nord, bon, ce qu'elles racontaient, c'était invraisemblable. Bon, donc on parle de ça, on parle des problèmes. Et le 3e jour, nos opposantes, en larmes, nous disent qu'il se passe la même chose dans les structures syndicales. Et le problème n'est toujours pas résolu dans les structures syndicales, comme dans la société. C'était terrible. C'était terrible. Bon, évidemment, ça ne peut pas arriver si c'est non mixte, si c'est pas non mixte. Mais j'aimerais bien que vous répondiez à cette question, c'est-à-dire pourquoi dans vos romans les enquêtes sont menées par les flics. Alors je vais y venir. Donc, si vous voulez, je fonctionne sur le mode que les faits criminels et les causes profondes des faits criminels, je les respecte. C'est-à-dire, et la chronologie, je la respecte. Enfin, plus ou moins. La chronologie, je la m'arrange. Mais bon, en gros, c'est quand même, je fais attention. Je suis historienne de formation, donc je fais attention. Par contre, les personnages sont tous fictifs. Tous fictifs. Certains existent, évidemment, les frères du gosse assassiné existent, enfin bon, tout ça existe, mais je ne les ai pas rencontrés et je n'essaye pas de faire une biographie. Voilà, enfin, c'est la part romanesque. C'est la part romanesque. Je pense alors, utiliser les flics, c'est en une certaine manière une facilité. C'est une facilité qui est fondée dans le réel. C'est-à-dire qu'en France, c'est les flics qui enquêtent. Vous pouvez chercher ce que vous voulez. Les détectives privés en France, c'est un genre qui n'existe pas. Ceux qui existent, il y a maintenant 2 fonctions. Avant, ils en avaient une seule, c'était les divorces. Trouver la preuve de l'infidélité de madame ou de monsieur. Bon. Il y a des journalistes qui enquêtent aussi. Ah, il y a des journalistes, oui. Moi, j'en connais pas. J'en connais pas. Ce qui ne m'aide pas. J'ai cultivé mes contacts avec les flics depuis le début. Parce que je pense que c'est par eux que ça passe quand même. Et c'est par eux que passe la conception qu'une société se fait du maintien de l'ordre. Donc, alors, comment je me débrouille ? À Marseille, aucune enquête. Quand je l'ai su au moment de l'accumulation de ma documentation, donc avant d'avoir commencé à écrire, je me suis posé le problème, comment faire, moi, parisienne, et les contacts que j'ai eus, alors comment j'ai des contacts avec les flics ? D'abord, il y a beaucoup de policiers qui démissionnent, beaucoup plus qu'on ne croit. Et mon premier contact a été un policier qui, après 20 ans de travail, ou non, j'exagère, 15 ans de travail dans la police, avait démissionné et avait passé le CAPES en lettres anciennes, latin-grec. Et il enseignait le latin-grec dans les lycées parisiens. Bon. Alors, il y a ça, il y a les retraités, et ceux-là parlent facilement.
alors que les flics en exercice ne parlent pas facilement. Bon, donc j'ai quand même pas mal d'informations là-dessus. Mais à Marseille, j'en avais pas du tout. Donc il fallait que je trouve un moyen. Et c'est pour ça que j'ai ressuscité Daquin, que j'ai pris. Je l'avais créé pour Sombre Sentier. Daquin est l'homme de Sombre Sentier. Bon, sa création, elle est importante à Sombre Sentier. Et je l'ai ressuscité là, parce que parisien, il est très jeune. J'ai constaté, en faisant le calcul, il avait je ne sais pas quel âge, en 80, Sombre Sentier, bon, il a un âge, et je fais le calcul en 73, il avait 27 ans, ce qui m'a permis de découvrir en cours de route que, en fait, je lui avais donné au départ à peu près le même âge que moi. Ce qui m'a sidéré parce que je ne m'en étais pas aperçu. Bon, ça c'est secondaire. Mais donc, 27 ans, ça peut être son premier poste à la sortie de l'école des commissaires. Parisien, homosexuel, et il faut quand même se souvenir qu'en 73, dans les polices françaises, tout pays confondu, pas seulement à Marseille, un homosexuel est exclu de la police. Donc ça le met dans une situation où il est marginal nécessairement par rapport au groupe de policiers marseillais. Il n'a pas la même tradition, il n'a pas la même formation, il n'a pas la même existence, et voilà, il est marginal, y compris avec son équipe, avec laquelle il travaille en confiance, mais jamais il leur dira « je suis homosexuel ». Ou jamais il laissera croire je suis homosexuel. Il ne peut pas. Donc ça le met quand même un peu en retrait par rapport à la police marseillaise. Bon. Et par rapport au roman, un type comme le Gros Marcel, qui a un rôle très très important, je l'ai inventé. Alors je l'ai inventé en fonction de 3 choses. En fonction de ce que vous pouvez connaître sur Marseille, ce qui était littérature plus qu'autre chose. Mais là-dessus, les Français travaillent pas beaucoup, les auteurs français travaillent pas beaucoup sur les personnages de flics. Bon, donc j'avais pas beaucoup de sources marseillaises, mais j'avais une source à moi qui était, j'ai travaillé beaucoup en tant que syndicaliste sur la question des travailleurs clandestins dans le sentier, et j'ai vu fonctionner le sentier, la confection parisienne, qui fonctionnait à l'époque complètement sur 2 mécanismes. Un mécanisme interne à la confection parisienne, c'est-à-dire une bonne femme qui était chef d'atelier et qui avait pris la responsabilité d'organiser la clandestinité. Elle avait créé, c'est tout à fait extraordinaire, elle avait créé un tour dans si vous voulez, comme vous ouvrez un atelier, vous avez 3 mois avant de commencer à payer vos droits sociaux. 3 mois. Les droits sociaux. 3 mois. Elle organisait des rotations, les entreprises changeaient tous les 3 mois. Et donc les ateliers ne payaient rien à la Sécu, rien. Ils ne payaient pas non plus leurs impôts. Bon. Et tout ça, pour fonctionner vraiment, nécessitait le contrôle de la police. Et il y avait un commissaire qui organisait la gestion du contrôle de la police et du contrôle des clandestins. Et quand les patrons avaient envie de se débarrasser d'un type, c'est lui qui s'en chargeait. Bon, alors j'avais cet exemple devant moi, voilà. Et puis, il y a aussi, chez Elroy, un flic comme ça, qui m'a toujours intéressé, parce que je pense que c'est un type de policier qui existe. C'est des gens corrompus et libidineux. C'est toujours comme ça chez Elroy. Oui, d'accord. D'accord. Les miens sont moins libidineux. Mais
corrompu, moi je dirais gestionnaire. C'est-à-dire, vous avez des flics répressifs. Tu dis ça de Marine Le Pen? Et vous avez des flics gestionnaires Oui. qui gèrent l'ordre public à leur manière, mais qui se pensent comme gestionnaires de l'ordre public. Et des gars comme le Gros Marcel, pour moi, c'est la mise en œuvre, la mise en chair de ça. Ils gèrent, mais ils gèrent de façon importante, c'est-à-dire que dans un mécanisme comme Marseille, qui est un mécanisme quand même extraordinairement complexe, c'est le seul canal de communication entre les différentes strates de la police. Bon, donc il gère à sa façon, voilà. Et alors, ce qui m'a fait plaisir, bon, ceci dit, je l'ai complètement inventé à partir de ces différentes sources. J'ai une dernière question, Dominique. Tu produis de la littérature, tu écris de la littérature. D'après toi, qu'est-ce que peut la littérature dans ce monde? En fait, pourquoi, tout à l'heure, la question de Christophe, c'est il y a aussi les journalistes qui enquêtent. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une enquête journalistique? Pourquoi tu prends le truchement de la littérature pour parler de ces faits de société? Il y a des travaux qui sont un peu... c'est certains courants de documentaires qui se rapprochent effectivement de ça. Dans l'ensemble, le travail de journaliste est quand même, on ne va pas dire un travail bâclé, mais quand même. Alors on t'emmerde. Mais Non, je veux dire, en comparaison du boulot qu'il y a à faire pour arriver à sortir les trucs, je te jure que la journaliste, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, et puis il a à produire, et puis il est content quand il a une histoire qui tient à peu près debout. Alors, ce que je trouve comparable, c'est par exemple le travail qu'a fait la fille sur Sambre. Voilà, ça c'est tout à fait comparable. Pour produire une série. Oui. Ah ben non, elle a fait un roman. Il y a un roman, oui, c'est vrai, pardon. Elle a fait un roman. Série, et elle a fait le scénario de la série. Elle a fait les deux. Oui, mais en fait, moi, ma question, c'était, désolé d'être peut-être un peu plus trivial quant à ce que c'est que la littérature, mais tu peux te permettre des licences, tu vois, tu dis, moi, j'ai créé tel personnage, je joue avec la chronologie, ce que ne peut pas faire un journaliste. Il ne peut pas inventer un personnage ou revoir la chronologie. C'est ça la puissance de la littérature. C'est ça la puissance de la littérature. À travers quoi je veux dire, c'est à travers les personnages que tu saisis le lecteur. Et de fait, notre travail de littéraire, c'est bien ça. C'est bien de saisir le lecteur. Je méprise pas du tout le travail du journaliste, mais c'est pas le même travail. C'est pas le même travail. Quand j'écris des romans comme Sombre Sentier ou comme Marseille 73, j'ai un travail de contrôle des biographies des personnages. Ce que j'essaye de saisir, je fais des notes de biographie des personnages que je rencontre dans mon enquête. Ce que j'essaye de saisir, à partir de là, ça n'est jamais la reprise de la biographie telle qu'elle. Ce que j'essaye de saisir, c'est ce qui est crédible à ce moment donné, dans ce milieu donné. Donc des traits caractéristiques. Ensuite, j'essaye de créer des personnages qui sont lourds, qui parlent beaucoup, qui parlent beaucoup aux lecteurs, qui peuvent l'émouvoir, c'est un de mes objectifs. Un de mes travaux, c'est ça, c'est de construire des personnages. Le roman, il vit à travers les personnages. Bon, c'est pas le même travail que le journaliste. Et juste toute dernière question, qu'est-ce que tu penses que ça produit sur le lecteur? Le lecteur, et là puisqu'on parlait de la comparaison avec les journalistes, un lecteur qui lit un article sur un sujet, d'après toi, est-ce qu'il n'a pas la même disposition d'esprit que lorsqu'il lit un roman, par exemple, de toi? Ah non, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que ça produit, en fait, de différent? Est-ce que ça produit des choses différentes? Alors, j'en sais rien, j'espère. J'espère que ça bouge plus profond. Voilà. Alors, je te dis, en plus, pour lire beaucoup de journaux, l'attitude du lecteur à l'égard du journal
n'est pas du tout la même que l'attitude du lecteur par rapport au livre. Le journal, enfin, je parle des quotidiens ou même des hebdos, mais surtout les quotidiens évidemment, tu le lis tous les jours. Tu oublies ce que tu lis. Tu l'oublies. Les journalistes aussi l'oublient, ce qu'ils écrivent. C'est assez frappant, ça. Parce qu'ils écrivent beaucoup, parce qu'ils ont, voilà, ils fournissent au quotidien. Bon. Moi, j'espère. Alors, j'ai des très bonnes réactions sur les romans, j'ai des très bonnes réactions. Ce qui veut rien dire, parce que forcément, les gens qui viennent me donner des réactions, ils viennent pas m'engueuler. Si je sortais à 200 ou 300 000 exemplaires, peut-être que j'aurais des réactions de gens qui viennent m'engueuler. Mais là, les gens qui viennent, c'est des gens qui aiment. Bon, donc c'est pas significatif. Mais ça les a fait penser. Et le truc qui est vraiment très très frappant, c'est que Marseille 73, quand ils viennent m'en parler, tous, alors sans exception, mettent en rapport avec le temps présent. C'est-à-dire, alors de façons différentes, mais tous, ça les fait penser à quelque chose dans le présent sur lequel ils ne s'étaient pas interrogés et sur lequel ils font la jonction. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, voilà, ça donne une espèce de profondeur. Merci beaucoup, Dominique, pour tous ces précieux mots.